Donc la dernière présentation va être effectuée par le docteur Yvan de Feraudy, qui travaille du coup dans le centre de référence, dans le centre de, c'est ça, de vous me corrigez, Oui, hein, centre de ressources et de compétences pour l'amyotrophie spinale, maladie neuromusculaire en pour maladie général. neuromusculaire, pardon, à Strasbourg, et qui nous fait le plaisir d'effectuer cette présentation sur l'amyotrophie spinale et la thérapie génique, un retour d'expérience en pédiatrie. Eh ben, hop. Donc bonjour, merci de m'avoir invité pour parler de la thérapie génique dans l'amyotrophie spinale. Je dois dire que les deux premières présentations étaient très instructives et j'espère que vous apprendrez aussi des choses via cette expérience. Donc oui, je suis neuropédiatre au CHU de Strasbourg et donc je travaille dans les maladies neuromusculaires et notamment donc sur l'amyotrophie spinale. Et donc je vais vous témoigner donc de notre expérience à la thérapie génique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'amyotrophie spinale? Donc l'amyotrophie spinale, je suis obligé un peu de vous expliquer. Donc c'est une maladie en fait qui est génétique. C'est une maladie qui est autosomique récessive. C'est une maladie qui est rare, mais pas si rare que ça, parce qu'elle va toucher une naissance sur 7000. Et c'est un peu comme la mucoviscidose, c'est-à-dire que dans la population générale, il y a beaucoup de porteurs sains d'un allèle muté. Et donc, en fait, ce n'est pas lié à la consanguinité. L'amyotrophie spinale peut toucher n'importe quelle famille. En termes d'incidence, c'est 120 nouveaux cas par an en France. Donc la deuxième maladie autosomique récessive derrière la mucoviscidose. C'est aussi la première cause de mortalité de maladie génétique chez le nourrisson. Et c'est lié, en fait, donc c'est une maladie génétique qui est liée à un gène, qui est le gène SMN1, qui code pour une protéine qui est la protéine SMN. Ça veut dire en fait la protéine de survie du motoneurone. On ne sait pas très bien à quoi elle sert. Enfin, il y a des hypothèses, notamment sur le transport ARN ou sur le métabolisme axonal. En tout cas, on ne sait pas encore très bien aussi pourquoi c'est particulièrement les motoneurones qui sont atteints, comme vous allez le voir. Donc, un bref rappel, donc, dans la voie motrice, donc, vous avez deux motoneurones. Vous avez le motoneurone supérieur et inférieur. Et donc, c'est celui-là, c'est le périphérique en fait, qui est atteint dans la myotrophie spinale. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir, suivant l'âge auquel ça débute, soit une hypotonie, soit une faiblesse musculaire qui généralement prédomine à la racine des membres. Il y a une amyotrophie progressive, il y a une disparition des réflexes ostéotendineux, il n'y a pas d'atteinte sensitive. Et ce qui fait la gravité de la maladie, c'est que vous pouvez avoir donc une atteinte respiratoire, parce que pour respirer, on a besoin de muscles. Et vous avez aussi des troubles bulbaires qui peuvent entraîner des fausses routes, qui peuvent aussi entraîner une morbimortalité. Cette maladie, donc, elle est liée au gène SMN1. Donc, toutes les personnes saines sont porteuses de deux copies de ce gène SMN1 qui est fait de 8 exons et donc qui code pour la protéine SMN. Et puis, il y a un autre gène pour comprendre cette maladie qui est le gène SMN2. Alors, le gène SMN2, il ressemble en tout point au gène SMN1, sauf qu'il va varier en fait de 5 nucléotides et ça va avoir un impact en fait sur l'épissage de l'exon 7 au niveau du pré-ARN. Et donc, dans une très grosse partie des transcrits, vous allez avoir une exclusion de cet exon, et vous allez avoir donc une décalage du cadre de lecture, et vous allez avoir, ça va coder pour une protéine qui ne sera pas fonctionnelle et un transcrit qui va être partiellement dégradé. Et en fait, on a un nombre variable de copies du gène SMN2. Ça peut aller de 0 à 4. Alors au-delà, c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi. Et en fait, vous et moi, le gène SMN2 ne sert à rien, mais un patient qui a une amyotrophie spinale, c'est hyper important le nombre de copies SMN2 qu'il va avoir, parce que plus il va avoir de nombre de copies SMN2, même s'il n'est pas très efficace, ce gène, ça va quand même apporter de la protéine SMN, et donc ils vont avoir une sévérité diminuée. Donc voilà, donc ça répète ce qu'on disait. Il n'y a aucun patient avec amyotrophie spinale sans gène SMN2, sans copie SMN2, donc ça veut dire qu'on ne peut pas survivre sans la protéine SMN. Alors, donc comme je vous ai dit, il y a une sévérité variable. Donc, il y a la forme la plus fréquente, c'est la forme qu'on dit de type 1. Alors, en fait, on les définissait en fonction des acquisitions que faisaient les enfants. Donc, c'est la maladie de Werning-Hoffmann, par rapport à ceux qui l'ont décrit la première fois. Et donc, ce sont des enfants, en fait, qui, généralement, n'ont pas de symptômes à la naissance, et dans les 6 premiers mois, en fait, vont développer des symptômes. Ils vont avoir une hypotonie. Ils vont perdre, pour certains, ils vont même pas être capables de tenir la tête. Et pendant très longtemps, on était uniquement dans du symptomatique et même du palliatif parce qu'il n'y avait pas de traitement. Et en fait, c'était une maladie en fait, dont on décède à 75% dans les 2 premières années de vie si on ne donne pas de traitement. Donc c'est la forme majoritaire.
Ensuite, vous avez une forme, donc c'est la type 2, maintenant on dit les sitters. Donc ça survient après 6 mois, les symptômes débutent après 6 mois, et donc c'est des enfants en fait qui vont être capables de tenir assis, mais qui ne vont jamais être capables de marcher. Et donc là, pour le coup, ils survivent plus longtemps. En revanche, on a des grandes complications, donc notamment orthopédiques, comme vous pouvez voir avec le dos de cet enfant, et on a aussi des complications respiratoires. Et puis le type 3, qui lui va survenir plus tardivement, c'est les enfants qui, pour le coup, vont acquérir la marche et ensuite vont la perdre. Voilà. Et en fait, quand on regarde le gène SMN2, le nombre de copies SMN2, c'est en fait un modifier genes entre guillemets, c'est-à-dire que c'est corrélé en fait au phénotype de ces patients. Plus on va vers les formes de type 3, plus les patients ont un nombre de copies SMN2 important. Et juste pour que vous ayez une idée, donc ce sont des maladies en fait où on a enfin ça c'est le traitement de base, c'est des prises en charge très complexes, multidisciplinaires, avec donc une prise en charge orthopédique, donc comme vous voyez là avec les tiges ici de croissance, parce que sinon le dos se déforme, ça impacte la respiration, et donc ça joue sur la survie. Il y a aussi donc de la ventilation, on travaille avec les pneumologues, on travaille avec les MPR aussi pour la mise en place de corsets, pour permettre le maintien de la fonction. Enfin voilà, donc c'est une prise en charge très globale. Et puis il y a eu ces traitements. Alors je suis obligé de vous parler des deux autres parce que vous allez voir, on va en discuter tout à l'heure. En fait, il y a deux approches. La première approche, c'est de jouer sur l'épissage du gène SMN2 et de le forcer à s'épisser correctement pour produire la protéine fonctionnelle. Donc vous avez ce traitement-là, qui est une nusinersen, c'est en intratécal, tous les 4 mois. Et pour parler prix, vous verrez, là, c'est 210 000 à 420 000 euros l'injection. C'est très bien supporté, hein, les ponctions lombaires par les patients. Il n'y a pas de syndrome post-PL parce qu'en fait, on prélève d'abord et ensuite on injecte le médicament. Ensuite, rapidement, le deuxième médicament, c'est le risdiplam ou Ivrisdi. Donc là, c'est Roche, avant c'était Biogen. Et là, donc c'est une molécule qui a été trouvée par Drug Screening et qui joue aussi en fait sur l'épissage du gène SMN2. Alors, il y a aussi des effets off-target avec ce traitement. Et donc, c'est le même principe en gros, sauf que là, ça se prend par la bouche, donc c'est beaucoup plus facile pour les patients, et c'est 200 à 300 000 euros par an. Et puis, celui qui nous intéresse, donc là, pour le coup, c'est totalement différent. Là, cette fois-ci, on joue sur le gène SMN1, donc c'est le gène qui manque. Et donc, on apporte une copie de ce gène SMN1. Alors, ça a été très bien expliqué avant. Donc là, pour le coup, c'est une... Le grand avantage, en fait, c'est que c'est une injection unique, comme on a vu tout à l'heure. En fait, donc le gène SMN1 ne va pas s'intégrer dans le génome théoriquement. Il reste sous forme, donc, dans l'ARN viral, sous forme d'épisome, sous forme de cet ADN circulaire. Donc c'est à la fois un avantage, parce que ça évite une mutagénèse insertionnelle, mais ça peut être aussi un inconvénient, parce que le problème, c'est que ça ne se réplique pas comme l'ADN cellulaire. Et dans des modèles de maladies où on a des cellules réplicatives, on risque d'avoir en fait une dilution du vecteur viral et donc une dilution du gène SMN1. Pour l'amyotrophie spinale, pour le coup, c'est un bon modèle parce que le but, c'est que ces épisomes aillent dans le motoneurone et le motoneurone n'est pas une cellule réplicative en théorie. Donc voilà. Ensuite, l'autre avantage de cette maladie, c'était expliqué dans la première présentation, c'est que, par exemple, dans le cas du Duchenne, en fait, il y a eu des réactions immunitaires liées au fait que les patients traités par thérapie génique, en fait, ont dirigé leur système immunitaire contre la protéine, contre la dystrophine qui était exprimée, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Dans l'amyotrophie spinale, comme je vous ai dit, tous les patients ont au moins une copie du gène SMN2, donc ils connaissent la protéine SMN, donc on n'a pas ces problèmes de réaction immunitaire. Donc c'est un médicament qui a été approuvé par la FDA en 2019 et par l'Agence européenne du médicament en 2020. En France, donc, ça a une indication pour les amyotrophies spinales de type 1 ou 2, et aussi dans le présymptomatique pour les 1 à 3 copies SMN2. Je pourrais vous en toucher un mot si vous voulez tout à l'heure, parce que par rapport à cette idée de traiter le plus tôt possible, là typiquement dans cette maladie, on est dans cette question-là. Et là pour le coup, c'est, alors bon, suivant, en dollars c'est 2,1, et là millions de dollars, et en euros c'est 1 900 000 euros. Et en fait, il faut quand même le mettre aussi en balance de toute la prise en charge qu'on espère éviter après. Et après, pour se rendre compte, ça équivaut à 6 ans de nusinersen. Alors, donc ce traitement,
en quoi il consiste? Donc, il y a un vecteur viral, donc c'est un AAV9, donc il a la particularité de pouvoir franchir la barrière hémato-encéphalique, ça c'est assez intéressant, et on a un promoteur qui est ubiquitaire, donc qui peut s'exprimer partout. Donc le but, une injection unique avec une distribution multisystémique. La posologie, c'est la même chose que ce qui avait été discuté avant, ce sont des doses de génome viral par poids. On est sur des doses assez importantes et donc forcément, plus le poids est important, plus la dose injectée va être importante. Et pour vous montrer, donc, ça a changé un peu le devenir des patients avec amyotrophie spinale. Donc là, on s'intéresse aux patients de type 1, ces patients qui décédaient donc, dans les 2 premières années de vie majoritairement. Ce qu'on peut voir déjà à gauche, c'est que vous avez une courbe de survie. Tout en haut, ce sont ceux-là, pardon, excusez-moi, ce sont ceux qui ne sont pas traités. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils malheureusement ils décèdent petit à petit, alors que ceux qui sont avec le traitement, on ne décède plus. Et en niveau des scores moteurs, donc c'est des shopping 10, donc là ici vous avez en pointillé des cohortes historiques, et lorsqu'on regarde les patients traités, on voit qu'ils atteignent des scores qui n'avaient jamais été atteints en fait par les patients non traités. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que plus on traite tôt, plus on a l'impression qu'on a une meilleure réponse, et ça on le verra tout à l'heure aussi. Et le meilleur exemple, c'est celui-là qui a été traité plus tardivement que les autres et qui évolue moins bien. Alors il y a sans doute aussi d'autres choses qui expliquent ça, mais... Et donc, pour vous donner une idée, donc, ce sont des patients qui ne décèdent plus, mais c'est des patients qui sont handicapés. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont être capables de tenir assis. Donc là, on a un recul de 2 ans, donc ils sont capables pour 75% de tenir assis. Mais vous voyez, il n'y en a que 2 qui sont capables de tenir debout, il n'y en a que 2 qui sont capables de marcher. Et sur la ventilation et sur la nutrition, c'était des critères assez importants dans cette maladie-là. On peut voir que c'est un peu plus discutable, l'efficacité est un peu moins bonne. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut surtout traiter avant l'apparition de ces symptômes, parce que plus on traite tard, et malheureusement, une fois que les symptômes sont installés, on a du mal à les faire partir. Et sur les données à long terme, là, on a un recul maintenant de 5 ans. Et ce qu'on peut voir, donc là, ces 2 patients-là, les 2 patients-là qui sont capables de marcher, c'était les 2 patients qui étaient tout à gauche, les courbes de Shopping-TED, et qui évoluaient très bien. Ce qu'on peut voir quand même globalement, c'est que donc la majorité, en fait déjà, ils ont tous conservé leurs acquisitions, ils n'ont pas perdu ce qu'ils savaient faire, en grande partie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y en a quand même une grande majorité qui n'a pas fait mieux que de tenir assis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de traiter dans cette maladie-là, une fois que les symptômes sont installés, malheureusement, on ne résout pas tout, parce qu'on est, certes, les enfants survivent, mais il y a un handicap, et ça, c'est important de le dire aux familles. Et puis, ce qui change, ce qui est assez intéressant, c'est maintenant, quand il y a des fratries. Il y a des études qui ont été faites sur, vous avez un enfant qui est atteint dans la famille, il y en a un deuxième qui naît, on sait qu'il a la maladie, et dans ce cas-là, on le traite avant l'apparition des symptômes. Donc là, on est encore dans l'histoire de la thérapie génique. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que là, on a des chiffres très différents. Donc là, on est environ à 18 mois lorsqu'on s'arrête, et on voit que ils tiennent tous assis. Et puis, on en a même qui sont capables de marcher pour 64%, ce qui est pas mal. Et puis, alors bon, c'est un peu pareil. Il y a des histoires de 2 copies et 3 copies. Mais en fait, plus on a de copies, forcément moins on est sévère. Mais là, sur les 3 copies, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont presque tous marchands. Ils sont à 93% marchands. Et au niveau de la ventilation et de la nutrition, on a traité avant l'apparition des symptômes, et il n'y en a aucun qui est ventilé de façon permanente ou qui a de support nutritionnel. Et ce qui est même très intéressant, c'est que quand on traite avant l'apparition des symptômes, les enfants font leurs acquisitions dans les âges attendus pour le développement, pour la majorité d'entre eux. 79% pour la tenue assise, par exemple, pour les 2 copies, 50% pour la tenue debout et 29% pour la marche. Et bien entendu, on a des chiffres bien meilleurs pour les 3 copies, avec cette idée que pour les 2 copies, il faut vraiment traiter le plus tôt possible et ne pas attendre, parce que ce qu'on voit, c'est que les motoneurones sont déjà un petit peu abîmés, et c'est pour ça qu'on a des chiffres moins bons. Et après, j'arrête avec les courbes. C'est un peu similaire. C'était juste pour vous illustrer cette course contre la montre vraiment dans cette maladie-là. Donc là, c'est avec le nusinersen. On aurait pu faire ça aussi avec la thérapie génique, mais il n'y a pas de courbe comme ça qui existe. Mais je trouve que c'est là où on voit tout l'intérêt en fait de dépister cette maladie et de la traiter tôt. C'est qu'ici, vous avez les cohortes qui ne sont pas traitées. Ce qu'on peut voir, c'est que les courbes, elles s'arrêtent.
Ça veut dire que ce sont des enfants qui malheureusement décèdent, comme on l'a dit, avant 2 ans. Ici, vous avez un score moteur qui est l'échelle Hein2. On voit qu'ils font quasiment pas d'acquisition. Au mieux, ils sont capables de tenir leur tête. Ça, c'est ceux qui sont traités après l'apparition des symptômes. Et là, on voit que les courbes, elles se prolongent. C'est des enfants qui survivent. Mais en revanche, voilà, il y a un handicap quand même. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout au score maximum. Ils arrivent à tenir assis, mais pour la plupart, ils n'arriveront pas à faire plus, malheureusement. Et quand on traite avant l'apparition des symptômes, là, on a des scores jamais atteints, avec des enfants, comme on l'a vu, qui ont des acquisitions quasiment dans les normes. Voilà. Alors, comment ça marche donc, il y a eu ce traitement qui a un petit peu tout changé, le Zolgensma. Donc, la décision qui a été faite, c'est par la filière neuromusculaire, c'est que tout devait passer finalement par une RCP nationale pour décider, parce que justement, comme on avait tous ces traitements, finalement, sachant que les indications se recoupent, pour savoir quel traitement choisir, ou est-ce qu'il faut traiter ou ne pas traiter, on avait le besoin de tout centraliser, et donc il y a cette RCP nationale qui a été mise en place, qui est composée des différents centres de référence et de compétences de la filière neuromusculaire. Et donc, en pratique, comment ça fonctionne? Ce sont des réunions bimensuelles, donc tous les 15 jours, où on discute de tous les patients qui viennent d'être diagnostiqués, donc surtout pour les formes les plus sévères, les formes de type 1, et où on va justement discuter, est-ce qu'il faut qu'on traite ou non, et si on traite, quel traitement on met. Parce qu'en effet, malheureusement, on ne traite pas toujours, parce que parfois, il y a des enfants, par exemple, il y a les formes de type 0, c'est des enfants qui naissent, c'est beaucoup plus rare, mais ils naissent, ils sont déjà hypotoniques. Donc ceux-là, malheureusement, on ne les traite pas parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à sauver les motoneurones et il n'y aura pas de bénéfice pour eux. Voilà. Et donc, on se base sur la génétique, avec le nombre de copies SMN2 pour savoir si on traite. On va se baser sur la sérologie, on va en discuter tout à l'heure, sur les scores moteurs, l'état respiratoire et nutritionnel, surtout. S'il y a trop de signes respiratoires, là, on aura plutôt tendance à faire une abstention et un traitement symptomatique. Voilà. Et puis aussi, pour les switches thérapeutiques, cette RCP nationale est très utile parce que, on va en discuter tout à l'heure, mais la thérapie génique, par exemple, c'est une seule injection, donc on ne peut pas la réinjecter, comme on l'a vu, parce qu'une fois qu'on l'a injectée, le système immunitaire reconnaît l'AAV. Et donc, on a la chance, dans l'amyotrophie spinale, je vous ai dit, il y a ces deux autres traitements, les deux autres traitements dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on peut aussi utiliser. Et donc voilà, donc il faut qu'on puisse valider ces switches. Et donc il y a des protocoles de soins que je vais vous détailler tout à l'heure. Et donc par exemple, qu'est-ce qu'a fait la RCP? En RCP, nous, a été décidé que par exemple, on n'injectait pas au-delà de 13,5 kg. Pourquoi? Parce que dans les essais cliniques, ils avaient maximum un poids de 8 kg, et dans les autres études qu'on avait, c'était maximum 13,5 kg. Donc on n'avait pas d'informations sur l'efficacité, ni aussi sur les effets indésirables dont on va discuter tout à l'heure, qui peuvent être liés au poids. Et donc par exemple, en RCP, maintenant, c'est décidé, tant qu'on n'a pas plus d'éléments, pour l'instant, on se limite à 13,5 kg. Alors, les effets indésirables. Bon, il y en a un qui est important, c'est l'hépatotoxicité. Donc là, c'est cette étude qui reprend en fait tous les patients qui ont été inclus dans les études cliniques pour la thérapie génique, pour le Zolgensma. Et ce qu'on peut voir, donc il y avait 100 patients, et il y a 90% des patients, donc soit 90 patients, qui ont présenté une cytolyse hépatique. Donc c'est très certainement, les hypothèses, c'est que c'est une réaction à la capside, au virus en lui-même. Et ça débute généralement donc, à la première semaine. Il y a un intérêt de mettre des corticoïdes, de la prédnisolone. Je vous montrerai le protocole détaillé. Il y a un intérêt à mettre en place une corticothérapie préventive qu'on peut maintenir si jamais il y a une cytolyse qui apparaît. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a un second pic en fait, de cytolyse qui survient quand on décroît à M1. Et en fait, ça correspond au moment où on est supposé décroître la corticothérapie. C'est pour ça que je vous montrerai le protocole. L'idée, c'est vraiment, chez ces patients qu'on va injecter, on leur donne des corticoïdes à 1 mg kg jour la veille de l'injection, et ensuite on le maintient pendant 1 mois, et si on voit qu'il n'y a pas de réaction hépatique, on essaie de diminuer très progressivement, parce que c'est là où malheureusement quand on diminue trop rapidement, on a un second pic de cytolyse qui arrive. Alors heureusement, il n'y a pas eu enfin si quand même, il y a eu, sur tous les enfants qui ont été traités, il n'y a eu que 2 cas, mais quand même 2, justement de décès, et qui sont survenus lors de cette phase de décroissance. Voilà.
Alors, pourquoi il y a cette toxicité hépatique? Alors, c'est une étude qui est assez intéressante. C'est une étude post-mortem qui a été réalisée sur 2 patients et qui avaient été traités par thérapie génique, qui sont décédés de complications respiratoires liées à la maladie. Et ce qu'on peut voir, donc c'est les unités, c'est en nombre de copies de génome viral par ADN cellulaire. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que l'intégration, elle est massive au niveau du foie, alors c'est bien entendu pas l'organe du tout qu'on veut cibler. Elle est presque 1000 fois plus importante que dans les cellules qu'on voulait cibler, qui sont finalement les cellules de la corne antérieure pour les motoneurones. Donc ça explique et malheureusement, ça explique sans doute pourquoi plus on met de doses, plus ça va dans le foie, et donc plus on risque d'avoir ces hépatotoxicités, d'où la prudence pour le moment de rester à 13,5 kg tant qu'on n'a pas plus d'éléments. Il y a cette étude qui est intéressante, justement, ils sont montés, c'est des données en vie réelle, avec des poids qui allaient cette fois-ci jusqu'à 15 kg. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que le poids... l'âge et donc le poids aussi indirectement est un facteur de risque, puisque là ici vous avez les moins de 8 mois. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils font donc ici c'est les patients individuellement, toutes ces courbes, et là ici c'est la moyenne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils font tous un premier pic qui correspond donc au pic de S1 juste après l'injection. Mais ce qu'on voit en revanche, c'est que plus l'enfant est grand, plus son poids est important, plus le pic qui va avoir lieu vers M1 est important. Donc c'est pour ça qu'en RCP, pour le moment, tant qu'on n'a pas plus d'éléments, on se limite vraiment à 13,5 kg. Et le poids est vraiment regardé pour aussi prédire la réaction hépatique et pour donner cette information aux familles. Voilà. Donc le traitement, alors je vous avais dit 1 mg kg jour, mais vous verrez, c'est une décision de la RCP, malheureusement, suite à un décès, suite à une autre complication. Donc ce qu'on fait, nous, c'est on a pris le choix de monter la prénisolone à 2 mg kg jour, qu'on débute dès J-1, avant l'injection du traitement. On le maintient ensuite pendant 7 jours, et ensuite on fait une décroissance à 1 mg kg jour pendant 21 jours. Et après, si les transaminases passent en dessous de 2 N, on peut envisager une décroissance progressive. Malheureusement, on a beaucoup de patients chez qui il y a une cytolyse chronique qui reste entre guillemets. Nous-mêmes à Strasbourg, on en a une où ça a duré 1 an. On n'arrivait pas à décroître les corticoïdes. Donc parfois, on se retrouve dans ce cas-là à devoir mettre des bolus de méthylprénisolone. Ça marche un peu pour essayer de les faire diminuer, mais voilà. Et on ne sait pas très bien quelles seront les conséquences. Et ils ne se normalisent pas tout à fait. Ils restent toujours ils sont certes en dessous de 2 N, donc on a arrêté la corticoïde comme ce qui était préconisé par le laboratoire, mais ils gardent quand même une petite cytolyse. Est-ce que ça aura une conséquence plus tard? On ne sait pas très bien. Alors il y a d'autres... comment y remédier? Alors dans l'amyotrophie spinale, par exemple, il y a l'essai STIR qui est en cours. Le principe, cette fois-ci, c'est d'injecter la thérapie génique directement en intratécal pour shunter le foie et donc cibler directement le motoneurone. Donc c'est une des possibilités. Bon, forcément, ça ne marche pas dans toutes les maladies. Mais voilà, donc là, c'est étudié pour le moment chez les patients de type 2, de 2 à 18 ans. Et on est assez curieux de ces futurs résultats. Ensuite, ce qu'on peut observer aussi, c'est des thrombocytopénies qui surviennent dans les 10 jours post-injection. Elles sont généralement sans épisode hémorragique associé et souvent spontanément résolutives. Mais voilà, il faut être très méfiant parce que l'autre complication majeure qui nous embête, c'est la microangiopathie thrombotique, et il peut y avoir des thrombopénies associées. Et donc la microangiopathie thrombotique, donc c'est des patients qui vont, donc généralement c'est précoce, c'est dans la première semaine également post-injection, et donc ils vont avoir une anémie hémolytique qui va apparaître, donc avec des LDH élevés, il y a des schizocytes positifs, on va avoir aussi une insuffisance rénale et on a une thrombopénie. Donc c'est une complication qui reste rare, mais qui est quand même présente. Donc là, ces données-là, elles datent de début 2023, donc il y a eu plus de patients injectés, c'était les données du laboratoire, mais en début 2023, on avait 2500 patients qui étaient injectés, et on avait eu 12 cas confirmés. Et malheureusement, vous voyez, il y a eu un décès dont on va parler juste après. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est forcément, là, c'est une prise en charge qui est nouvelle pour nous, neuropédiatres. On se retrouve à faire des soins intensifs et de la néphropédiatrie. Voilà, on voit qu'il y a cette augmentation des LDH, cette anémie, cette diminution des plaquettes. Et donc, ce qui est fait typiquement sur ce patient qui a été publié, eh bien, ce sont des
donc des transfusions, mais aussi donc l'injection d'éculizumab qui va jouer sur le complément et qu'on peut être amené à renouveler, et aussi de la dialyse quand il y a de l'insuffisance rénale. Donc voilà, en tout cas, c'est des prises en charge qui sont lourdes, et aussi l'augmentation de la corticothérapie. Bon, nous, de toute façon, maintenant, on est à 2 mg kg jour, comme je vous ai dit, mais ce n'est pas le cas partout. Voilà. Oui. C'est 2500, vous avez dit 2500 patients qui sont sous thérapie génique? Ou qui ont été injectés, oui. Dans le monde, oui, dans le monde. Hop. Et donc il y a eu malheureusement un cas de décès, donc c'était à l'hôpital Necker, c'était en France, une petite qui a été traitée à 4 mois, qui avait donc une amyotrophie spinale de type 1, elle avait 2 copies du gène SMN2, et en fait elle est décédée, elle a fait une complication, il y a une défaillance multiviscérale, il y a eu un sepsis, et cette patiente est décédée. Elle n'avait pas de... Parce que vous verrez, il y a l'histoire de l'infection. On fait très attention aux germes, à s'assurer qu'ils n'ont pas d'infection en cours, ou à ce qu'il n'y ait pas de vaccination avant. Elle, pour le coup, il n'y avait pas de facteur de risque infectieux. Il y a eu un séquençage, un panel de gènes sur le complément qui a été réalisé. Ils ont retrouvé un variant dans le gène qui code pour le facteur 1, qu'on retrouve aussi qui a été décrit. Ce variant a été décrit chez un patient qui avait un CHU. Bon, il y a toute une discussion de savoir si, finalement, pourquoi il y en a qui vont faire des maths et pas d'autres. Est-ce qu'il y a aussi des prédispositions génétiques, par exemple? En tout cas, voilà, l'affaire n'est pas totalement élucidée, mais c'est sûr que ça a fait beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que, je vais vous les détailler juste après, mais voilà, ça a incité à une très grande prudence au niveau de la RCP nationale française. Et donc, il y a une prévention infectieuse que je vais vous détailler sur la diapo d'après. Il y a une majoration des corticoïdes. Donc, c'est à partir de là, au début, c'était 1 mg kg jour. Maintenant, on est passé à 2 mg kg jour pendant les 7 premiers jours. Et aussi un renforcement de la fréquence des tests biologiques pour dépister cette microangiopathie thrombotique. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait de la prévention. Donc, on met du Synagis si on peut, pour prévenir la bronchiolite lorsqu'on est en période hivernale et qu'on ne va pas injecter tout de suite. On fait des évictions de collectivité aussi, pour éviter qu'ils attrapent un germe. On ne fait pas de vaccination avant les 15 jours, ni pendant les 30 jours qui vont suivre l'injection. Et on fait un panel infectieux, notamment avec une PCR multiplex nasopharyngée assez large. Voilà. Et ça, on est très embêté aussi parfois, parce qu'on a des enfants qui vont faire une rhinite, par exemple, banale, qui vont avoir une PCR nasale qui va être positive, et on a des enfants chez qui la PCR va mettre très longtemps à se négativer. Pour le moment, on est un petit peu justement dans le doute de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend que ça se négative vraiment, sachant que c'est une perte de chance, le motoneurone se dégrade. Voilà, en tout cas, ça, c'est des discussions qui animent beaucoup la RCP, voilà, notamment sur le type de virus. Et voilà, s'il y a une infection, on attend 2 semaines entre l'infection et l'injection, parce que sinon il y a un risque de microangiopathie thrombotique. On informe aussi les parents du risque de microangiopathie thrombotique. En pratique, on le fait, surtout sur les cas, on le fait de façon systématique, mais il faut être honnête, malheureusement, c'est une maladie qui est terrible. Donc, il y a des familles qui espèrent beaucoup de la thérapie génique. On a des patients, malheureusement, qui sont un peu limites. Et donc, là, c'est des discussions où on s'adapte un peu à ce que veut la famille. On écoute un peu ce que veut la famille, mais parfois, ils mettent beaucoup d'espoir dans le traitement. Donc, on leur informe qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets. Malheureusement, on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'effets. Mais surtout, on les informe aussi que voilà, il y a un risque quand même d'effets indésirables graves, et il ne faut pas croire que c'est juste une injection. Non, voilà, il y a eu des décès, il y a eu voilà. Donc ça, on le fait en pratique, on informe beaucoup les familles là-dessus. Pareil aussi, on a formé les équipes des urgences pédiatriques maintenant, donc, parce que nos urgences peuvent recevoir des patients qui ont une thérapie génique, donc notamment sur ce qu'il faut doser, les LDH, les schizocytes, et reconnaître les signes. Et voilà. Et puis on remet aussi un certificat d'urgence aux familles en leur expliquant, pour que le médecin qui les verra aux urgences, si ce n'est pas les urgences du centre de référence en question, puisse savoir quoi faire. Alors ensuite, il y a l'histoire des anticorps anti-AAV9. Donc, avec toute cette histoire que s'ils sont séropositifs, les enfants, avant que je les injecte, il y a un risque de réponse immune, et aussi de baisser l'efficacité de cette injection. Alors, heureusement, donc, ça, c'est aussi des données liées aux essais cliniques sur le Zolgensma. Ce qu'on peut voir, c'est que les enfants qui avaient été injectés, donc type 1, sont quand même peu séropositifs, mais il y en a quand même 5,6% qui avaient une sérologie positive.
Et on voit que ça augmente avec l'âge, puisque pour certains, les mamans avaient été prélevées, et là, on passe de 6 à 15%. Voilà. Donc, en tout cas, nous, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a une suspicion d'amyotrophie spinale, et que c'est un type 1, on fait la génétique, mais on fait tout de suite aussi la sérologie AAV9, parce qu'on sait que ça va conditionner ensuite la possibilité d'injecter ou non. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une course contre la montre, donc il ne faut pas qu'on perde de temps une fois qu'on a le diagnostic, donc il faut qu'on le fasse en parallèle. Ensuite, il y a la question parce que nous, on traite aussi donc, des très jeunes patients. Maintenant, il y a le dépistage néonatal. Donc, maintenant, on peut traiter même dans les premières semaines de vie. Et il y a le problème des anticorps maternels circulants. On a des enfants, il y a les anticorps de la maman qui sont présents dans le sang de l'enfant. Ce n'est pas une situation si rare que ça. Dans ce cas-là, pour le moment, on n'injecte pas. On surveille, on fait des sérologies itératives, ça peut être jusqu'à 40 jours pour se négativer. Et c'est là, en fait, où c'est important, enfin, on a la chance, entre guillemets, d'avoir d'autres traitements. Ce qu'on fait en ce moment, c'est, dans ce cas-là, on fait un bridge thérapeutique. C'est-à-dire, on va commencer avec les ponctions lombaires, avec le nusinersen, et dès que la sérologie va se négativer, on va passer sur la thérapie génique. Toujours dans l'idée que le motoneurone se dégrade le moins possible et d'avoir la plus grande efficacité. Et puis il y a le cas de l'allaitement, le passage des anticorps de la maman séropositive. Alors ça avait été discuté. Bon, l'article est après sur les recommandations d'experts, mais ça correspond aussi à ce qu'on fait en RCP national. Pour nous, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement dans le sens où il y a plus de bénéfices qu'un enfant soit allaité qu'un risque que l'anticorps de la maman puisse passer dans le sang de l'enfant. Parce qu'en fait, apparemment, pour ce qui est des IgG, ils ont du mal en fait à passer la barrière intestinale. Certes, ils vont arriver dans le système digestif de l'enfant, mais ils ne passeront pas dans le sang de l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est le protocole qui a été fait. Donc dès qu'on suspecte SMN1, SMN2 et la sérologie, on fait le bilan préthérapeutique, donc avec notamment tout ce qui concerne le risque de MAT. On fait le bilan infectieux assez large, comme on a discuté tout à l'heure. Et ensuite, on met en place le traitement. Le traitement, il se fait, donc pour nous, il se fait en pédiatrie conventionnelle. Il y en a qui le font en soins intensifs. En fait, ça nécessite, on pourrait le faire sur une voie veineuse périphérique, mais le traitement coûte tellement cher, et puis surtout, c'est un one-shot, c'est parce qu'après l'enfant il y aura une séroconversion, et donc on ne pourra pas réinjecter. Donc nous, on pose des voies centrales, par exemple des PICC lines, pour justement être sûr que la voie ne parte pas, et être sûr que le médicament soit correctement reçu par le patient. Les corticoïdes à 2 mg kg, comme je vous l'ai dit, et on le met donc le traitement en IVL 60 minutes. Voilà. Et c'est à partir de J3 où on peut envisager une sortie. On redose tout ce bilan, notamment avec tout ce qui est lié à l'hémolyse par rapport à cette grande peur des maths. S'il y a quelque chose dans ce cas-là, s'il y a quoi que ce soit dans ce bilan qui est anormal, dans ce cas-là, on garde l'enfant et on va faire des bilans répétés. Si c'est normal, dans ce cas-là, on le fait sortir avec l'histoire de la décroissance du corticoïde dont je vous ai parlé. Et voilà, et c'est ce que je vous disais, c'est que maintenant on a renforcé les bilans. Donc maintenant on fait des bilans après à J5, J7, J10, J14, J21, J28, donc plus qu'un par semaine pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas de maths qui se mettent en place et pour pouvoir agir le plus rapidement possible. Les chiffres soulignés, ça correspond à des bilans qui sont faits en présentiel, en consultation, alors que les autres peuvent être faits en ambulatoire. Voilà. Et avec cette idée de la décroissance des corticoïdes si les transaminases diminuent. Et si jamais on a des signes de MAT, dans ce cas-là, c'est hospitalisation de l'enfant en urgence. On refait le bilan dont on a déjà parlé. Et c'est là où, donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on double les corticoïdes, on repasse à 2 mg kg. La discussion avec les néphrologues de l'éculizumab pour agir sur le complément. Des échanges plasmatiques si ça s'aggrave malgré l'éculizumab. Et l'hémodialyse si il commence à y avoir une anurie. Voilà. Bon, après, voilà, ça c'est la RCP nationale. En fait, elle se base beaucoup sur toutes ces recommandations, dont certains membres de la RCP font également partie. Voilà, et c'est de là, par exemple, nous sortait ce que je vous avais dit par rapport à l'allaitement maternel. Voilà. Donc en fait, c'est quand même une sacrée logistique parce que ça mobilise beaucoup de monde, cette thérapie génique, parce que ça coûte cher. Bon, on l'a dit, c'est plus ou moins justifié. Il y a beaucoup de personnel et voilà, il faut à la fois un centre expert qui pose le diagnostic,
qui va être qui va pouvoir assurer les urgences au décours de l'injection et qui va pouvoir faire la prise en charge au long cours de la maladie. Et à côté, il faut un lieu de délivrance qui a une expertise certes dans le neuromusculaire, mais qui a aussi des capacités où il y a une réanimation sur place et il faut aussi qu'il y ait ou une unité de soins continus, parce que comme vous l'avez vu, il y a des complications potentiellement assez sévères avec une instabilité, donc qui nécessite une prise en charge assez intensive. Donc pour vous donner un exemple, dans le Grand Est, par exemple, Reims est capable de prescrire, il y a un centre de référence de maladies neuromusculaires, ils sont capables de prescrire ce traitement, mais par exemple les administrations de la thérapie génique se font soit à Nancy pour le moment, soit à Strasbourg, elles ne se font pas à Reims. Voilà. Et puis, j'ai bientôt fini. Ça, c'est pour vous dire aussi, c'est que on a un problème aussi, c'est que on a 3 traitements, mais il n'y a aucun essai comparatif entre ces traitements. Donc, c'est très difficile de savoir quel traitement marche mieux que l'autre. Alors, on a quand même quelques petites idées, mais c'est pas très normé, on va dire. Et donc, voilà, c'était important d'avoir un registre national. Donc, ça a été mis en place en 2020. C'est 59 sur des 64 centres neuromusculaires qui en font partie. Il y a aussi bien des adultes que des enfants. Et l'idée, c'est d'avoir des données en vie réelle, finalement, de ces patients qui sont traités ou non. Et voilà. Et ça permet aussi d'avoir des idées aussi sur la tolérance des traitements, sur l'efficacité. Voilà. Donc actuellement, ça c'était janvier 2023, donc il y avait 1016 patients, donc il y avait 54 enfants qui sont inscrits, qui sont inscrits dans ce registre. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a environ un quart des patients qui sont des amyotrophies spinales de type 1, avec majoritairement des types 2 et 3. Au niveau des traitements, on peut voir qu'il y a quand même une majorité, enfin il reste quand même en fait, malgré tous ces traitements, il y a quand même 25% des patients qui ne sont pas traités, où il y a une abstention. Et par exemple pour les de 0 à 5 ans, donc je ne peux pas vous montrer parce que ça va être des données qui vont être publiées, mais pour 0 à 5 ans par exemple, c'est un quart des enfants qui ne sont pas traités parce qu'ils sont trop sévères. Donc voilà, donc certes il y a des nouveaux traitements, mais ça n'a pas tout résolu parce que comme vous l'avez vu, il faut savoir reconnaître la maladie assez tôt et pour pouvoir traiter assez tôt. D'où l'intérêt du dépistage et qui est actuellement qui est à l'étude. Et puis la dernière chose, c'est que maintenant ce sont des patients qui survivent et donc avant ils décédaient et donc on a entre guillemets de nouvelles maladies parce qu'il y avait des symptômes qui étaient cachés par l'histoire naturelle, c'est des enfants qui décédaient donc on n'était pas au courant qu'ils avaient ces symptômes-là et maintenant ils survivent. Donc par exemple les amyotrophies spinales type 2 et 3 dans les études ont des QI assez élevés par rapport à la moyenne, mais par exemple pour les types 1 on est en train de découvrir en fait que en termes de développement, donc c'est les courbes rouges, donc il faudrait être au niveau du blanc. Ce qu'on peut voir, c'est que ils sont pas si. Alors certes, ils progressent au cours du temps, mais on voit qu'ils sont pas si entre guillemets, ils n'ont pas des compétences cognitives aussi bonnes que ce qu'on espérait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en bleu, c'est ceux qui sont traités avant l'apparition des symptômes. Eux, pour le coup, pour le même âge, sont aussi en avance, sont beaucoup plus en avance, ce qui souligne le fait, enfin, ce qui renforce l'idée que SMN, c'est une expression ubiquitaire, que certes, nous, on joue sur le motoneurone, mais qu'en fait, SMN, c'est sans doute aussi important dans plein d'autres organes. Donc là, j'ai pris cet exemple-là, donc sans doute au niveau en fait, du cerveau. Et voilà, et donc ça pose aussi la question de ces thérapies, de savoir si ça restaure aussi SMN dans ces autres organes. Voilà. Bon, et ça, c'est la dernière diapo. C'est que cette thérapie génique, il y a quand même, faut le dire, c'est quand même un très beau progrès, c'est-à-dire que c'est les enfants qui survivent. Je pense qu'on a besoin de ce dépistage pour, nous on y croit en tout cas à Strasbourg parce que c'est là où on a une évolution qui est quasiment normale et donc c'est un énorme bénéfice pour les patients. En revanche, il y a plein de questions en suspens. La question de la comparabilité des traitements, il n'y a pas d'essai comparatif, donc d'où l'importance du registre SMA. L'intérêt des thérapies en add-on, donc là on est un peu en train de tâtonner. Donc justement, après une thérapie génique, si l'enfant se dégrade, est-ce qu'on peut se permettre de switcher ou non ? Donc là, par exemple, au RCPS national, on a décidé que si l'enfant stagnait pendant 1 an après une thérapie génique, on pouvait se permettre de mettre un des 2 autres traitements que je vous ai évoqués précédemment. L'histoire des anticorps anti-AAV9 et la thérapie génique, donc comme on vous l'a dit, il y a des solutions qui sont à l'étude pour justement pouvoir quand même traiter les patients qui sont AAV9 positifs.
La variabilité de la réponse, donc je vous ai montré un aperçu, mais vous avez vu que aussi bien en termes d'effets indésirables, mais aussi en termes d'efficacité, malgré un même nombre de copies SMN2, les patients ne vont pas réagir de la même façon. Donc il y a sans doute d'autres biomarqueurs, d'autres gènes modificateurs, entre guillemets. Les données à long terme, parce que même si le motoneurone n'est pas censé se répliquer, même s'il n'est pas censé y avoir une dilution du vecteur, on veut quand même être sûr qu'ils ne vont pas se dégrader. Et, voilà. Et même s'il y a la possibilité d'injecter d'autres traitements dans le cadre de cette maladie-là, les nouveaux phénotypes cliniques que je vous ai évoqués, et puis il y a la place pour de nouvelles thérapies autres que la thérapie génique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup pour cette excellente présentation. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de similarités entre votre maladie et puis la nôtre, sauf que vous êtes plus avancé, puisque vous pouvez l'utiliser en termes d'ATU, alors que nous, aujourd'hui, pour la thérapie génique, non. Mais c'est vraiment intéressant, en tout cas, votre expérience, notamment d'organisation de soins, parce qu'on est en pleine discussion actuellement sur comment organiser les soins d'un point de vue national. En tout cas, votre modèle est vraiment très intéressant, justement, pour se baser, en tout cas, sur vos propres expériences. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Donc Nicolas Giraud de l'Association française des hémophiles. Elle est très clinique, très biologique, si je peux me permettre. Il n'y a pas de voilà. Quelle place vous avez? Alors je comprends, la population c'est pas du tout la même, c'est des petits enfants, mais et vous avez mentionné l'information au niveau de la parentèle, mais quelle place vous pensez déjà? Est-ce que déjà la prise de décision partagée, elle est incluse dans votre RCP? Et si oui, est-ce que vous pouvez donner quelques détails? Sinon, quelle place pensez-vous donner à cela dans l'avenir? En RCP, on est censé valider ou non l'indication thérapeutique. Après, on se base quand même en pratique beaucoup sur ce que veulent les parents. On le prend en compte dans notre décision. Si on pense que c'est tout à fait déraisonnable, dans ce cas-là, c'est déjà arrivé, dans ce cas-là, on dit qu'on ne valide pas l'indication thérapeutique, parce qu'on sait que finalement, il n'y aura pas de bénéfice pour l'enfant et qu'on risque uniquement d'avoir des effets indésirables. Dans ce cas-là, c'est des situations qui sont difficiles pour le médecin qui va devoir ensuite retourner voir la famille et qui va devoir annoncer que malheureusement, ça n'a pas été validé. Mais finalement, le fait qu'il y ait une RCP nationale aussi, ça peut appuyer un peu sa décision en disant que finalement, ce n'est pas sa décision à lui, mais que c'est une décision collégiale. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé que le médecin soumette en espérant qu'il y ait le traitement, et finalement, le traitement est refusé compte tenu de la grande sévérité du patient. Et puis, c'est dans les situations limites aussi où on écoute, où c'est important l'avis des parents, c'est-à-dire que voilà, si on est dans une situation limite où on se dit un poids par exemple un peu limite, où on commence à avoir quelques signes respiratoires mais discrets, voilà, si les parents, c'est déjà arrivé en pratique, si les parents veulent vraiment la thérapie et s'ils ont bien compris le risque d'effets indésirables, on insiste toujours beaucoup là-dessus. Parce que via les médias, on insiste toujours beaucoup sur les effets, mais pas toujours sur les effets indésirables, et même aussi sur l'incertitude quant aux données à long terme. Si les parents veulent, dans ce cas-là, on prendra en compte dans la décision et on acceptera sous réserve que la famille accepte, en expliquant que la famille veut. Et ce que je vais juste finir avec ça, et c'est déjà arrivé aussi que la famille ne souhaite pas, alors qu'il y a une indication. Parce que ça leur fait peur, parce que il y a eu là l'histoire par exemple avec le Covid, avec toute la polémique sur les vaccins ARN, les ponctions lombaires, ça fait peur. Donc voilà, dans ce cas-là, c'est déjà arrivé de faire des abstentions parce que la famille ne voulait pas de traitement. Ok, et juste par rapport à ça, est-ce qu'il y a aussi une organisation ou un accompagnement en tout cas côté psychologique par rapport à ces situations un petit peu complexes? Alors je ne l'ai pas mis c'est une excellente question. Mais dans notre protocole, alors j'avoue que j'ai simplifié, mais c'est vrai que vous avez raison et c'est à sa place. Dans le protocole, c'est indiqué également que il faut, à chaque étape, en fait, il y a une consultation avec un psychologue qui est prévue justement. Voilà. Et je rebondis aussi sur tout ce qui est le prénatal, parce que maintenant on fait, le présymptomatique aussi. Là aussi, il y a des consultations dédiées de psychologues qui sont prévues parce que c'est un bouleversement pour ces familles qui voient leur enfant malade et ils se retrouvent à devoir prendre une décision qui est, comme on l'a vu, leur avis aussi compte. Et donc, oui, il y a ce soutien psychologique qui est là. Sophie. Moi, j'ai 4 questions.
Ok. Je ne sais pas si je l'ai fait au fur et à mesure ou les quatre Peut-être une par une, c'est possible. Par une. Alors la première, c'est par rapport aux maths. Est-ce que vous aviez anticipé au microangiopathie thrombotique, est-ce que vous aviez anticipé un rationnel pour cet effet indésirable? Est-ce que c'est arrivé au bout de combien de patients traités? Et est-ce que ça a changé votre attitude et votre raisonnement par rapport à des effets non décrits et potentiels? Est-ce qu'on est à l'abri de l'inconnu, en quelque sorte? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je suis un jeune neuropédiatre, mais à ma connaissance, ce n'était pas connu. En tout cas, c'est décrit maintenant dans d'autres thérapies géniques. Donc, par exemple, alors avec le même sérotype d'ailleurs, AAV9 et Duchenne, ou dans la maladie de Danon, qui est une maladie lysosomale. Donc voilà. Après, le cas français, par exemple, on avait déjà eu une sensibilisation, parce qu'il y avait eu d'autres cas avant qui avaient été décrits. Après, pour les autres effets indésirables, c'est... Non, c'est au bout de combien de temps? Parce que finalement, la structuration, elle est quand même, il me semble, liée au fait qu'on doit s'organiser pour faire face à des effets qu'on n'a pas anticipés. Et donc, est-ce que dans votre expérience, vous étiez déjà sensibilisé à ça? Il y avait déjà un rationnel? Ou est-ce que c'est tombé comme un coup près? Tiens, il y a aussi des maths, quoi. Alors... c'était plutôt justement une découverte, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y avait une importance de doser ces marqueurs, donc les protocoles d'ailleurs ont évolué, et comme on pouvait voir, c'est quand même une complication qui reste rare. Je ne pourrais pas vous dire à partir de quand elle est apparue, mais sur les 2500, si je ne pas de bêtises, il y avait 12, il y a eu 12 maths décrits, rapportés, donc voilà, c'est pas arrivé tout de suite en tout cas, mais forcément oui, ça, on a dû s'adapter. Voilà. Donc il faut qu'on s'organise pour des effets non prévus, non anticipés, potentiellement graves. Oui. Ma deuxième question, c'est à propos d'IDES, donc l'endopeptidase du streptocoque qui est censé être spécifique des immunoglobulines. On entend dire que ça pourrait être une possibilité pour traiter des patients ou retraiter des patients, puisque temporairement on n'a plus d'anticorps anti-AAV. Est-ce que dans une maladie très grave comme la vôtre, sans alternative vraiment thérapeutique, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour nous. Est-ce que c'est déjà évoqué? Est-ce que c'est discuté? Alors, pour ce cas précis, je ne peux pas dire. Après, il y a des essais il y a de la recherche justement pour des thérapies immunosuppressives, par exemple, qui puissent être, qu'on pourrait faire en même temps d'une deuxième injection. Après, pour le moment, ce qu'on fait en RCP, c'est que, comme je vous ai dit, en fait, il y a d'autres traitements qui existent et qui, pour le coup, jouent sur le gène SMN2 via d'autres mécanismes et des oligonucléotides antisens. Et donc, on n'a pas du tout ce problème. Enfin, pour le coup, là, on peut le donner de façon répétée. Et donc, voilà, ça nous est arrivé de faire des switches thérapeutiques chez les enfants qui avaient déjà été traités. Voilà. Par exemple, la deuxième patiente chez qui c'est arrivé, c'est une patiente de Strasbourg qui avait commencé à régresser au niveau de sa motricité proximale au niveau du membre supérieur. Elle avait 18 mois et on a switché par la thérapie orale, le risdiplam, et avec ça, elle a repris une progression. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de savoir si un jour on pourra les réinjecter. Pour le moment, en tout cas, on ne le fait pas en pratique clinique. Voilà. Troisième, et après j'ai presque fini. Comment vous avez structuré le fait qu'il y ait de la variabilité sur vos dosages entre centre injecteur, centre périphérique? Est-ce que ça vous a posé problème sur les transaminases notamment dans la surveillance, ou est-ce que finalement ça s'est vite surmonté? C'est pas un problème qui a été remonté à ma connaissance, notamment pour les transaminases, de ce que je peux parler. Enfin, en tout cas, non, on n'avait pas cette... Vous avez été confronté à un dosage qui était différent de ce que vous aviez comme valeur de référence et qui aurait pu poser des problèmes en termes de décision sur les corticoïdes? En tout cas, pour ce qui est des effets indésirables, non, j'ai pas de retour sur des. Enfin, on n'a pas discuté de ce genre de choses, en tout cas, à RCP national. Okay. Voilà. Et ma dernière question, c'est plutôt un commentaire. Comment vous voyez la thérapie génique pour une pathologie dans laquelle il y a des traitements efficaces, donc des alternatives, pour lesquelles il y a encore des questionnements sur l'efficacité supérieure de la thérapie génique? C'est une très bonne question. Votre point de vue de neuropédiatre, forcément. Forcément, je vais être un peu entre les deux. C'est-à-dire que
Donc certes, il y a des traitements qui sont efficaces, qui marchent. Après, bon, on ne devrait pas dire ça, mais c'est vrai qu'on a peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'essai comparatif, donc on ne peut pas dire ça, mais on a peut-être l'impression quand même que la thérapie génique est plus efficace, notamment au niveau bulbaire et respiratoire, même si dans les études cliniques qui ont été réalisées, les critères d'inclusion ne sont pas les mêmes, donc on ne peut même pas comparer, il y a des niveaux de sévérité différents entre les enfants, donc on ne peut pas vraiment comparer les patients entre eux, mais on a l'impression de notre ressenti que la thérapie génique marche mieux là-dessus, peut-être parce que justement elle diffuse mieux aussi ici, dans ces zones-là. Donc voilà, après, est-ce qu'il faut garder le principe de prudence et rester absolument sur les traitements qu'on connaît déjà on a quand même envie de savoir, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que pour les patients, c'est quand même ça peut être un énorme bénéfice. Donc, notamment pour ceux qui sont sous universelle, même si c'est bien toléré. Encore une fois, il y a des études qui ont été faites justement pour voir quel était l'inconfort qu'ils ressentaient. En fait, non, pour eux, c'est habituel. Ils font ça depuis qu'ils sont petits, ça ne les dérange pas. Voilà. Après, ça nécessite une hospitalisation tous les 4 mois, donc c'est des contraintes. Sur les autres traitements, on a aussi des inconnus. Le risiplam, par exemple, on se pose beaucoup de questions. Comme je vous ai dit, c'est une molécule qui a été trouvée par du drug screening qui joue sur l'épistage de SMN, mais ça joue aussi, SMN1, mais ça joue aussi sur de SMN2, mais ça joue sans doute aussi sur d'autres gènes, et on se pose notamment les questions sur les gènes de la fertilité. Donc voilà. Je pense que ça vaut quand même le coup de voir ces thérapies, mais voilà, il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas que la thérapie génique et qu'il existe aussi les autres traitements et qu'ils ont leur place, notamment pour les switches, notamment en add-on, voilà. Et qu'on n'a pas de données pour le moment qui permettent formellement de dire qu'un traitement est plus efficace que l'autre, quoi. Merci pour la présentation. J'ai pris plein de notes, c'était très instructif. Moi, j'avais une question sur la logistique par rapport en fait au risque de dissémination des particules virales. Après administration de fortes doses, on sait dans les modèles animaux qu'on retrouve une fraction de l'AAV dans les urines notamment, jusqu'à au moins 10 jours. Et je me demandais si vous aviez un protocole particulier pour isoler le patient pendant ces 3 à 5 jours d'hospice. Oui, ils ont des isolements particuliers. Enfin, c'est considéré comme un OGM, donc notamment pour tout ce qui est élimination des fluides et des sels, ça doit être fait dans des poubelles spécialisées. Et le change doit être fait par les parents normalement avec 2 paires de gants. Donc il y a tout un... Ça, c'est pendant le premier mois. Mais oui, il y a tout un protocole lié au fait que ce sont des OGM. Donc même après leur sortie, à domicile, il y a un protocole à suivre. Oui. Merci. Je peux ? Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui est vraiment très précieuse et instructive pour nous. Et justement, comme disaient mes collègues, on est en train de s'organiser sur le plan national. Je vais rebondir sur la question 3 de Sophie pour poser une question et un commentaire. Si j'ai bien compris, l'augmentation des transaminases que vous prenez en compte, c'est des augmentations au-delà des valeurs normales. Oui. Donc, notre problématique, on peut avoir des variabilités à l'intérieur des valeurs normales, mais on est sur la cellule cible qui est hépatocyte, qu'on essaie aussi de protéger parce que c'est elle qui va produire. Donc, on est plus regardant, je pense, sur la variabilité des alertes entre laboratoires que vous, peut-être, je ne sais pas. Et moi, j'avais une question pour vous. En parlant des maths, donc les maths, on les voit dans les maladies de Duchenne, on les voit dans la myotrophie. Ce matin, vous nous avez montré des effets dose chez le chien. À 10 puissance 13, on avait une efficacité, mais qui était plus modeste. Et quand on monte d'un log, l'efficacité est meilleure. Est-ce que l'activation de compléments, ça fait partie des choses que vous recherchez de manière dose dépendante? Est-ce que c'est observé à des doses plus importantes de AAV? Alors, la problématique, on revient sur ce fameux couperet, c'est que dans les modèles précliniques, à ma connaissance, on n'a pas modélisé, on n'a pas observé ces maths. Aujourd'hui, il y a plus... Alors, il se trouve que ce qui a été modélisé, alors c'est souvent chez des patients, chez des individus, des primates ou des animaux qui ne sont jamais préinfectés par l'AAV, ou des animaux qu'on exclut. Et chez l'homme, en fait, une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un individu qu'on a screené négatif n'a pas rencontré l'AAV au préalable et n'a pas d'anticorps?
avec quand même une mémoire quelconque, en tout cas innée, qui fait qu'on active la voie du complément et donc on provoque la complication chez le patient, alors que chez les animaux, souvent, ils ne sont pas hôtes naturels ou ils ne rencontrent pas la AV. Et donc aujourd'hui, il y a des équipes qui modélisent plutôt in vitro avec des prélèvements de sang de donneurs sains, positifs, négatifs, essayer de voir un peu comprendre comment cette voie du complément est activée. Mais réellement, ça a été une surprise dans les essais cliniques. Mais il est fort probable que ce soit aussi dose dépendant, quand même. Merci beaucoup pour votre présentation. Je rejoins mes collègues sur la question de Thomas Sagnier, de l'Association française des hémophiles. Moi, j'ai été particulièrement frappé par la mobilisation du nombre de personnels et le temps consacré. Or, puisque vous mentionnez, au-delà du chiffre du médicament, 2 millions d'euros, 25 à 30 personnels directement mobilisés au moins. Alors, je ne sais pas ce que ça représente en équivalent temps plein, mais j'imagine, en tout cas en charge mentale, ça doit bien représenter en termes de suivi et d'attention que vous pouvez avoir. Et ça, cet enjeu-là, il n'est pas mis, j'allais dire, dans l'impact, au fond, l'impact budgétaire, au fond, d'une nouvelle stratégie thérapeutique. C'est-à-dire, au fond, c'est la collectivité qui doit payer pour cette organisation sanitaire. Et moi, je voudrais savoir si ça vous pose un problème, si ça a posé un problème au CHU, parce que moi, ça m'en pose un grand. C'est-à-dire que c'est-à-dire, à partir du moment où je demande à la solidarité nationale d'être en capacité d'avoir accès à une thérapie extrêmement innovante, et que d'une certaine, je mobilise l'organisation sanitaire qui convient, qui n'a pas forcément été évaluée préalablement en termes d'impact. Donc aujourd'hui que vous avez constaté qu'il y a autant de personnes, quelle serait votre suggestion? Est-ce que ça a été travaillé au sein de votre filière sur le deal en disant, au fond, aux industriels, en fait, le deal, c'est pas tout à fait celui-là. Et le deal, c'est que tu vas prendre en charge tout ou partie, en fait, de cette organisation sanitaire qui est nécessaire. Voilà. Bonne question. Bon, déjà dans les personnes, il y a aussi des personnes qui sont d'astreinte, qui ne vont pas forcément interagir forcément. Donc je vous parlais par exemple du réanimateur ou du néphrologue. Voilà. Après, voilà, c'est une question un peu politique et économique. Oui, allez-y. Oui. Oui, il y a le pharmacien qui est là-dedans. Mais c'est très clé dans la mesure où il y a une histoire de chronologie. Et si je le souligne là, c'est qu'actuellement, il y a un enjeu majeur sur la prise en charge de mise en œuvre de ces traitements. C'est-à-dire qu'on passe de la phase des essais cliniques, où c'était cadré, où il y avait du personnel, il y a des surcoûts, à une phase AMM, où justement rien n'est prévu pour ça. Et ça mobilise énormément de ressources, en termes de timing, de mobilité, comme on l'évoque, puisqu'évidemment c'est très précieux. Vous évoquiez la voie centrale, mais évidemment tout ce qui tourne en amont autour du médicament, comment le mettre en forme, dans le timing, le jour J, etc. etc. C'est quelque chose qui doit être pris en compte, et actuellement ça pose des problèmes dans les CHU, essentiellement, puisque comme vous le dites, ça a été organisé de telle manière qu'effectivement c'est plutôt des centres qui sont relativement restreints sur le territoire. Mais néanmoins, même pour ces structures importantes, c'est un réel problème. Donc la question posée par Thomas Sagnier est tout à fait légitime, puisque bien sûr, au-delà des pharmaciens, il y a tous les personnes que vous évoquez, mais c'est un vrai problème et un vrai sujet de société. Et dans les enjeux, notamment en matière de contractualisation avec les industriels, ça doit en faire partie. Parce qu'actuellement, c'est extrêmement tendu et ce n'est pas évident de pouvoir le mettre en œuvre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui est fait autour de ça, et les patients sont rares et on pose tout, et nous particulièrement dans votre pathologie, où effectivement, quand il y a une identification de diagnostic, on a vu qu'il y a un enjeu de délai, etc., il faut se mettre en œuvre très rapidement. Eh bien, on pose le reste pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça pose un problème sur la pérennité de ces actions, et je pense que l'État actuellement n'a pas encore pris conscience de tout ça, et que donc on doit absolument tous collectivement, quelles que soient les pathologies, porter ces messages, me semble-t-il. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y a
Et est-ce qu'il y a eu donc une réflexion au sein de votre filière sur ces questions-là quelle est au fond la prise de conscience? Il y a eu une prise de conscience de toute façon à partir du moment où on a fait notre première injection dans chacun des centres, c'est-à-dire que ça a été forcément la première fois, ça a été très difficile, notamment avec les pharmaciens, entre la commande, la livraison, le pose de la voix, tout ça. Donc c'est des circuits à mettre en place et là pour le coup on apprend un petit peu la première fois qu'on le fait dans... Pardon ? Non, mais je pense qu'on ne peut jamais tout à fait anticiper une situation et que malheureusement, il y a toujours des choses qu'on découvre. Voilà. Voilà. S'il y a une réflexion vis-à-vis des laboratoires pour participer là-dessus, en tout cas à ma connaissance, ils ne participent pas là-dessus et c'est vrai que c'est assez, c'est une bonne réflexion. Après, certes, ça mobilise du monde. J'ai entendu votre inquiétude sur le fait que ça mobilise beaucoup de monde, que c'est un coût pour la société, parce qu'il faut dire les choses. C'est pas mon opinion, mais c'est des questions qu'on doit mettre sur la table. Néanmoins, il faut aussi se dire que si on traite pas ces enfants-là, ils sont... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, en fait, qu'on utilise, en fait, il y a d'autres personnes qu'on va utiliser si on traite pas ces patients-là, et ils vont aussi coûter cher entre guillemets d'une autre façon. Voilà. C'était pas ça. Pardon. Oui. Oui. La dernière chose, parce qu'après, je pense que c'est commence à se faire fin. Je pense qu'après, on peut... Mon propos n'était pas de dire c'est inadmissible, etc. Non, dos, c'était simplement de dire qu'il y avait ce coût-là et comment, au fond, il était traité. C'est simplement ça. C'est pas je ne remettais pas l'enjeu de la prescription d'une thérapie génique. C'était pas ça. C'est simplement à partir du moment où il y a ces décisions, qu'est-ce qu'on fait avec ce coût-là. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup encore une fois. Merci aux 3 intervenants de ce matin. C'était vraiment... Merci beaucoup. Juste, donc, on est un peu en retard. Il est 13h14. On est supposé redémarrer à 13h45, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, on me fait la tête, on me fait comme ça de la tête, donc ça veut dire oui. Donc, on va essayer de respecter ce timing. On peut déborder 5-10 minutes, mais pas plus, parce qu'on a plein de gros sujets cet après-midi, parce que tout ce que vient d'être discuté, vraiment, ça va être le sujet de l'après-midi. Donc, je veux dire, voilà, je fais un petit préambule pour cet après-midi. Ne manquez pas, soyez là à l'heure, parce que ça va être, voilà, chaud. Très bon appétit.